Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à une nouvelle vidéo sur les mouvements dans un champ uniforme. Tout d'abord, pour aborder ce sujet, nous allons définir c'est quoi un champ uniforme. Eh bien, un champ vectoriel uniforme est un champ qui garde en tout point d'une région de l'espace la même direction, le même sens et la même valeur. Le champ de pesanteur terrestre, vecteur G, est assimilable au champ de gravitation qu'on note grand G, le champ de gravitation terrestre qui est au voisinage de la Terre. Ce champ de pesanteur petit g est dirigé suivant la verticale du lieu, orienté vers le bas, et elle a une valeur g qui dépend de l'altitude et de la latitude du lieu considéré. Généralement, on considère que g est égal à 9,81 newton par kilogramme ou mètre par seconde carrée. Dans une région de l'espace de faible dimension par rapport à la Terre, un champ de pesanteur G est donc considéré comme uniforme, d'où cette norme uniforme qu'on utilise souvent. Un condensateur plan, maintenant on parle d'un autre environnement. Le condensateur plan est constitué de deux plaques, appelées armatures, et ces deux plaques sont conductrices, planes, parallèles et séparées d'une distance d par un matériau isolant, qui est l'air. Donc deux plaques, deux armatures, séparées par l'air. Lorsqu'on applique une tension électrique U entre les plaques d'un condensateur plan, elles se chargent électriquement. Il apparaît alors entre elles un champ électrique E uniforme, dont les caractéristiques sont perpendiculaires aux plaques, sont celui de la plaque chargée positivement vers la plaque chargée négativement, et norme d'autant plus élevée que la valeur absolue de la tension U est grande et que la distance D entre les plaques est faible. On peut aussi noter que grand G c'est égal à la force de gravitation exercée par l'objet sur la masse constante du corps, et grand G qui s'exprime en newton par kilogramme ou mètre par seconde carrée, et petit g qui s'exprime en poids, par le poids sur la masse. Donc on voit une similitude entre les deux formules. Maintenant nous allons étudier le mouvement dans un champ uniforme. On a un système étudié qui est un point matériel où le centre de masse m d'un corps. Son mouvement dans un champ uniforme vertical est étudié dans un référentiel terrestre considéré comme galiléen. À la date t égale 0 secondes, le vecteur vitesse v0 du système est connu dans le plan OXY. Donc soit le plan OXY, nous avons un vecteur, donc on a l'origine O qui est la position initiale du système. On se place dans le cas où le système est uniquement soumis à son poids ou à une force électrique. Donc considérons qu'il est soumis à son poids G ici dans ce cas. Alors si on veut déterminer le vecteur accélération du système, on peut appliquer la deuxième loi de Newton. Donc on a le système dans un référentiel supposé galiléen et dans ce repère OXY, repère cartésien. Donc dans le champ de pesanteur, le vecteur accélération est vertical et vers le bas. Et dans un champ électrique vertical, le vecteur accélération est vertical de même sens que E, le champ électrique E, si la charge Q est positive ou de sens contraire. Donc par le calcul, on peut démontrer cela grâce à la deuxième loi de Newton. Sigma F, donc la somme des forces, est égale à la masse fois l'accélération, d'où on en déduit que m fois g, puisque la seule force qui est exercée sur le système est le poids, est égal à ma, donc g est égal à a. Et donc en projetant le vecteur accélération sur l'axe des ordonnées, nous avons a 0 QE sur m. Maintenant passons à la détermination du vecteur vitesse. Puisque le vecteur accélération est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, les coordonnées du vecteur vitesse sont obtenues en recherchant les primitives par rapport au temps des coordonnées du vecteur accélération. Les constantes d'intégration apparues dans les primitives
sont déterminés à l'aide des conditions initiales. En primitivant le vecteur accélération, nous obtenons le vecteur vitesse de coordonnées Cx, qui est une constante d'intégration, et moins g fois t plus cy, qui est une autre constante d'intégration. Et vx0 est égal à v0 cosinus alpha. Et cy est égal à v0 sinus alpha. On peut en déduire cela grâce à notre repère. Donc si on reprend vecteur vitesse ici, pour obtenir vx, on imagine que c'est un triangle rectangle, eh bien on prend l'abscisse et l'ordonnée qui sont deux côtés connus et on en déduit que cosinus de alpha, cosinus de alpha qui est égal à adjacent, le côté adjacent sur l'hypoténuse, et on obtient les coordonnées de Vx. Et si on prend sinus alpha, oui, l'opposé sur l'hypoténuse, donc on obtient Vy. Le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position. Et donc, on peut obtenir facilement les coordonnées du vecteur position en recherchant les primitives par rapport au temps des coordonnées du vecteur vitesse. Donc, on va procéder de la même manière. Nous avons vecteur vitesse. On en déduit en primitivant que les coordonnées de OM, vecteur position, sont V0 cosinus alpha fois t plus dx qui est une constante d'intégration. Ici nous avons moins 1 demi gt carré plus v0 sinus alpha t plus constante d'intégration. Et pour déterminer encore une fois ces constantes d'intégration, on revient aux conditions initiales et nous savons que l'origine du repère correspond à la position initiale du système. Donc, tout simplement. Et encore une fois, si on est dans le cas d'un champ électrique, on remplace moins G par QE sur M. Maintenant qu'on a déterminé les vecteurs accélération, vitesse et position, on peut déterminer l'équation de la trajectoire. Cette équation est la relation mathématique entre les coordonnées spatiales du système. Donc dans le repère OIJ, par exemple, elle est obtenue en combinant les équations horaires x égale f de t et y égale g de t, de façon à éliminer la variable temps des équations. La trajectoire du système est une portion de parabole dans le plan vertical contenant v0. Elle dépend des conditions initiales, donc vitesse initiale v0 et les positions initiales du vecteur OM0. Dans le cas du champ électrique, la concavité de la parabole dépend du signe de la charge électrique Q du système et de l'orientation du champ électrique. Donc d'après les coordonnées qu'on a eues précédemment, on peut en déduire que x est égal à v0 cosinus alpha t, d'où on peut en déduire que t est égal à x sur v0 cosinus alpha. Et donc on remplace maintenant t dans l'équation d'y. Et donc à partir de cette équation, nous allons remplacer t par x sur v0 cosinus alpha, dont on obtient moins 1 demi g fois x v0 cosinus alpha au carré plus v0 sinus alpha. Et en développant, nous obtenons, en développant et en arrangeant un peu les termes, nous obtiendrons, excusez-moi j'ai oublié le t ici, v0 sinus alpha fois x sur v0 cosinus alpha. On peut simplifier le sinus alpha sur cosinus alpha qui nous donne tangente de alpha. Et donc on peut réécrire, d'où nous avons notre nouvelle équation de trajectoire. Maintenant nous allons passer aux aspects énergétiques. Le poids et la force électrique sont des forces conservatrices ou conservatives. Lors du mouvement d'un système dans un champ de pesanteur ou électrique uniforme, en l'absence de forces non conservatives, donc on note petit f les frottements qui sont des forces non conservatives, l'énergie mécanique du système se conserve. Donc si nous n'avons pas de F, alors EM, l'énergie mécanique se conserve, donc delta EM
et l'énergie cinétique est totalement convertie en énergie potentielle et inversement. En présence de forces non conservatives, l'énergie mécanique diminue au cours du temps. Nous avons le théorème de l'énergie cinétique qui permet de calculer des valeurs de vitesse ou la coordonnée verticale du système selon les données disponibles. Aussi, la variation de l'énergie cinétique d'un système en mouvement d'une position A à une position B est égale à la somme des travaux de toutes les forces appliquées au système entre A et B. Et donc pour revenir au frottement de l'air, on peut caractériser ce vecteur par un point d'application qui est celui qui modélise le système. Donc si nous avons un système modélisé par ce point M, point d'application c'est le point M. La direction c'est celui du mouvement, donc on imagine que le mouvement est vertical dans ce cas, et sens opposé du mouvement, donc si le mouvement est vers le haut, alors les frottements sont vers le bas. On peut notamment penser à une fusée dans ce cas. Et la valeur des forces de frottement augmente avec la vitesse du système. Et on note le travail d'une force F, W de F entre A et B. Et ce travail traduit les échanges d'énergie qui s'opèrent sur un système en mouvement d'un point A vers un point B. Et donc, les formules à connaître sont tout d'abord les formules des énergies cinétiques, potentielles et mécaniques. Donc EC c'est égal à et EP est égal à et Z qui est l'attitude du système en mètres. Et nous avons EM qui est égal à la somme de EC et EP. Le travail de la force F entre A et B est égal, et si nous voulons connaître le travail du poids, si nous voulons la somme de toutes les forces appliquées au système entre les positions A et B, on peut utiliser le théorème de l'énergie cinétique et donc calculer la différence de ECB moins ECA. Et de même pour la somme de toutes les forces non conservatrices, on va noter NC, qui est égal à la différence des énergies mécaniques. Donc on utilise le théorème de l'énergie mécanique, EMB moins EMA. Le travail peut être moteur lorsque la force favorise le déplacement. Donc si l'objet se déplace de ce sens et la force comme ceci, dans ce cas nous avons un travail moteur. Si la force était perpendiculaire, nous aurions un travail nul, et si la force créée avec le vecteur AB un angle obtus, alors le travail est résistant. Enfin, terminons par le fonctionnement d'un accélérateur linéaire de particules. Une particule de charge électrique Q placée dans un accélérateur linéaire de particules est accélérée par la force due à un champ électrique uniforme convenablement orienté. Le signe de la tension électrique est choisi de sorte que le travail soit positif. D'après le théorème de l'énergie cinétique appliqué entre les positions A et B, l'énergie cinétique augmente. Ainsi, la valeur de la vitesse augmente et il y a accélération du système, d'où le nom accélérateur linéaire de particules. Et donc cet accélérateur permet d'accélérer en ligne droite les particules électriquement chargées. Cette accélération est la conséquence de l'existence d'un champ électrique uniforme dont les caractéristiques sont direction qui est celle de l'axe de l'accélérateur et sens qui est celui de l'entrée vers la sortie. Donc si la charge électrique est positive, donc le sens contraire ou donc le sens contraire si la charge électrique est négative. Donc notamment on peut représenter ceci par un schéma. Nous pouvons dire que la particule ici qui est chargée s'oriente de l'entrée A vers la sortie B, et ceci par la force électrostatique F de E. La force électrostatique qui se calcule par le produit de la charge électrique Q et le champ électrique E. Et le travail de cette force électrostatique est égal à Q fois UA moins UB. Merci pour avoir regardé cette vidéo et à bientôt.